Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette première conférence de l'année de la Commission astronautique de l'Aéroclub de France. Je remercie à ce sujet l'Aéroclub de France de nous accueillir ici dans ces salons. Merci à la Commission astronautique qui, en association avec AGP 21, organise cette soirée. Alors, je tiens à rendre hommage ici ce soir à Lucien Deschamps, président de la Commission astronautique, disparu en ce début d'année, que les habitués connaissent bien. Enfin, avant de passer la parole à Jean-Yves Prado pour nous présenter Milan Maksimović, si vous souhaitez rejoindre la Commission astronautique, vous pouvez venir nous voir à la fin de cette conférence ou vous adresser directement à l'Aéroclub de France. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, moi j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Milan. Moi, en tant qu'ancien ingénieur au CNES, où j'étais responsable du programme de physique solaire, j'ai eu l'occasion de côtoyer Milan pendant longtemps. Et donc Milan Maksimović a entamé sa carrière étudiante par des physiques nucléaires et après a passé une thèse à l'Université d'Hydro dans le domaine des particules émises par le Soleil, des interactions avec la litosphère. Et donc c'est d'une certaine manière le fil conducteur de ta carrière scientifique qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer maintes fois. Et la raison en est que, donc étant au CNES, la charge du CNES par rapport à la communauté scientifique, c'est de sélectionner et de soutenir des expériences scientifiques, donc incorporant la réalisation d'instruments et en même temps en gérant des coopérations avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Europe, évidemment, dans le cas des programmes européens. Donc c'est ce qui va, je pense, apparaître dans la présentation de Milan. Donc c'est le fil conducteur, c'est la mission Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne, mais il y a aussi des contributions, et en particulier de Milan, quasiment, peut-être pas sur toutes, mais sur une grande partie d'entre elles, je pense. Voilà, mais écoute, je te passe la parole, je te passe le micro, et... Merci Jean-Yves. Merci, bonsoir à vous. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je vais juste commencer, je vais mettre au début. Voilà. Donc, alors si vous avez des questions, c'est plus facile si vous les posez à la fin. Ça, j'ai tendance à être bavard, donc ça risque d'être un peu long. Si c'est trop long, vous m'arrêtez. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous parler de la mission Solar Orbiter, qui est une longue mission, qui a mis du temps à se mettre en place, et en fait qu'on a lancé avec Jean-Yves pour la partie CNES, donc il y a quelques années. Enfin, on a pas mal poussé pour cette mission ensemble. Donc là, on a les premiers résultats. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter l'histoire de ce qu'on appelle l'événement de Carrington. Il y en a d'autres parmi d'entre vous, certains qui en ont entendu parler. Donc là, vous avez monsieur Richard Carrington, si je me rappelle bien, qui est un astronome amateur à l'époque, mais quasiment tous les astronomes étaient amateurs à son époque, et qui observe le Soleil, vous voyez, et il fait des dessins de taches solaires. Donc là, c'est l'image du Soleil qui est projetée, j'ai pas de laser, mais... Et donc il fait les dessins, il se rend compte qu'il y a un éblouissement de son dessin. Éruption solaire. Quelques temps après, donc vous voyez, son observation, c'était peu avant midi, le 1er septembre 1859. Entre le 1er et le 2 septembre, il y a une tempête géomagnétique qui a lieu sur la Terre, parmi les plus importantes jamais mesurées depuis. Alors une tempête géomagnétique, c'est quoi? Vous mesurez le champ magnétique au sol avec un magnétomètre. Là à gauche, vous avez un magnétomètre. En gros, quand c'est calme, ça bouge pas. Le champ magnétique de la Terre est globalement constant. Et puis de temps en temps, il y a des soubresauts. Ces soubresauts ne sont pas dus au champ magnétique terrestre.
qui lui est relativement calme, qui bouge sur des périodes beaucoup plus longues, ces soubresauts sont liés au Soleil et à l'influence du Soleil sur le champ magnétique terrestre. En parallèle, il y a eu des perturbations de télégraphe. Là, vous avez des images de télégraphe. À peu près au même moment, enfin, peut-être un jour après, ou de manière concomitante, il y a tout un tas de phénomènes un peu étranges qui sont rapportés. Alors il y a l'histoire des fameux mineurs qui sont dans les Rocheuses canadiennes, qui se couchent et qui sont sous leur tente, et tout à coup, le soleil, enfin tout à coup il fait nuit dehors, ils sortent, ils commencent à faire à manger pour le petit déjeuner avant d'aller travailler, et puis paf, à nouveau la nuit. Donc ils comprennent pas ce qui se passe, en fait, le ciel était très lumineux. On pouvait lire son journal en pleine nuit dans les rues de Boston. Et puis on a vu, alors les fameuses, bon, vous aurez peut-être deviné, c'est les fameuses aurores boréales qui ont été observées jusque dans les Caraïbes, très très bas en latitude, alors qu'en principe on les observe plutôt dans les régions polaires. Donc il y a eu une relation entre le Soleil et la Terre à cette époque-là. Ça c'est le fameux événement de Carrington qui fait date, parce que c'est probablement un des plus intenses des 100-150 dernières années. Et en gros, quelque part, Carrington a inventé les relations Soleil-Terre. Enfin, il ne les a pas inventées, mais il a été le premier à mettre le doigt dessus. Donc la mission va s'intéresser, entre autres, aux relations Soleil-Terre, mais elle va s'intéresser principalement, et elle s'intéresse au vecteur de ces relations, qui est le vent solaire. Donc là, je vais passer un peu de temps à vous expliquer ce qu'est le vent solaire. Après, je vous présenterai la mission, et puis je vous montrerai un ou deux résultats rapidement si on a le temps. Donc vous savez tous que le Soleil, c'est une étoile parmi toutes les autres. Là, vous avez un beau ciel lumineux, toutes ces étoiles, c'est des soleils. Alors le Soleil, c'est un soleil particulier, c'est le nôtre. Alors, pour fixer un peu en tête les ordres de grandeur, la Terre tourne à 150 millions de kilomètres du Soleil. La vitesse de la lumière, 300 000 km, ça met 8 minutes à nous arriver, d'accord ? Si je mesure la distance Terre-Soleil en rayons solaires, ça fait 315 rayons solaires. Là, vous avez à cette échelle-là, enfin, vous avez sur la même échelle la dimension du Soleil et celle des planètes, mais vous n'avez pas les distances. C'est très difficile d'avoir en même temps les deux. Ça vous donne les distances. La Terre est 110 fois plus petite que le Soleil. Et si on veut mettre la Terre et le Soleil dans une même maquette, alors il y en a une à l'Observatoire de Meudon, si vous avez l'occasion, moi je travaille à l'Observatoire de Paris à Meudon. De temps en temps, il y a des portes ouvertes et il y a une maquette échelle réelle. On peut se balader dans le parc et on voit donc réellement, on a une idée de la taille du système solaire. Mais en tout cas, pour avoir ici fixé des idées, si la Terre est une orange d'environ 9 cm, le Soleil c'est une sphère de 10 mètres de diamètre, environ 1 km. Voilà, alors le Soleil, je vais plutôt parler de son atmosphère, mais quand même deux mots pour vous parler de ce qui produit son énergie. Son énergie, en gros, c'est la fusion, non pas la fission. La fission, c'est on prend des gros noyaux, on les coupe, ça en fait des petits et ça fait de l'énergie. La fusion, c'est l'inverse, on prend des petits noyaux, on les fusionne, ça fait des noyaux gros et ça fait de l'énergie aussi. Donc la fusion, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium, puis de l'hélium dans les éléments les plus lourds. Ça se produit au centre du Soleil parce qu'il fait très chaud. La masse est telle que la pression est telle qu'on a des températures de l'ordre de 15 millions de degrés. Ensuite, il y a deux régions pour faire rapide. Vous avez une première région là, avec les flèches ondulées qui représentent en gros ce qu'on appelle la zone radiative, où la lumière est émise et transportée, l'énergie est transportée par les photons. Et on arrive à la zone convective, là où on voit ces espèces de petites boucles de matière ionisée. Donc qui dit boucle de matière ionisée va dire aussi champ magnétique. Je vais en dire juste deux mots rapidement. Et la limite entre les deux, la partie radiative et convective, est importante parce qu'elle détermine justement ce fameux phénomène de dynamo solaire qui donne naissance au champ magnétique. Alors de 15 millions de degrés au centre, on passe à 5500 degrés Celsius à la surface, à la photosphère.
Et la photosphère est chaude, mais la surface de la photosphère est moins chaude que l'intérieur. Et il se passe un phénomène de granulation qui n'est rien d'autre que le fait que la surface se refroidit. Et comme la surface se refroidit, vous voyez sur cette image en haut la casserole, là je viens de faire tourner le film, quand vous chauffez une casserole, si vous essayez de faire une coupe, eh bien au milieu là, sous le bec benzène, l'air monte, et sur les côtés l'air redescend, et vous avez des tourbillons qui se créent. Et là vous avez vu des tourbillons à la surface du soleil qu'on appelle la granulation. Ça c'est typiquement 5000 km pour se fixer dans les têtes. Et alors comme j'aime bien les petites expériences faites à la maison, j'ai moi-même recréé la granulation du soleil dans ma tasse à café. Alors ça marche avec, il faut que le café soit très chaud, et ça marche pas avec du lait de vache parce qu'il est trop peu granuleux. Ça marche avec du lait de soja pour ceux qui vivent avec des personnes qui sont véganes. Et donc si vous faites tourner la vidéo, là je fais juste refroidir mon café, et vous voyez qu'il y a l'eau chaude qui remonte, l'eau froide redescend, et on a de la turbulence qui se crée en surface, quelque chose qui ressemble beaucoup à la granulation. On a des cellules de granulation qui se créent. Donc on arrive à reproduire la surface du soleil dans sa tasse à café le matin. On s'amuse comme on peut. Alors 2 mots sur les taches solaires, parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Là vous avez les taches solaires découvertes par Galilée en 1609. Vous en avez en haut à droite. Là, vous avez des zooms sur des taches solaires. La taille, c'est de 5000 à 50 000 km. Voici la taille de la Terre par rapport à la tache solaire. Alors, 2 mots sur les taches solaires. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que l'émergence du champ magnétique produit à l'intérieur du Soleil par cet effet dynamo, ces boucles avec cette matière qui est dedans ionisée et qui crée des courants. Et ces courants créent des champs magnétiques. Et en fait, les taches solaires, c'est des petits aimants qui ressortent. Vous voyez là, vous avez une image que vous connaissez peut-être, celle d'un aimant avec de la limaille de fer. On fait parfois cette expérience, on a les lignes de champ qui apparaissent. Et bien là, vous avez les lignes de champ d'un aimant. En fait, ce qui se passe, c'est que le champ magnétique ici, au pied de ces boucles coronales, qui sont des boucles de champ magnétique, le champ magnétique est très, très fort, très, très élevé ici, beaucoup plus élevé qu'à côté. Et il y a une relation à la surface du Soleil qui conserve la somme de la température, de la pression thermique, de l'énergie thermique et de l'énergie magnétique. Donc là où le champ magnétique est très intense, la température est légèrement abaissée de quelques centaines de degrés. Et ça suffit pour que la surface apparaisse noire par rapport au reste. C'est juste un effet de contraste dû à une différence de température. Et les taches solaires indiquent la périodicité à laquelle le champ magnétique sort, etc. Il y a le cycle de 11 ans, j'en reparlerai probablement. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, la couronne solaire, là vous avez une éclipse. Je sais que Jean-Yves en a vu plusieurs, il a eu cette chance, c'est quelque chose de magnifique. Si vous avez l'occasion, surtout n'hésitez pas. Notre Lune a le bon goût d'avoir le même diamètre apparent que le Soleil, ou qu'un petit pois que vous tenez entre vos doigts et que vous mettez à 1 mètre de votre œil. Faites l'essai, vous verrez, un petit pois devant la Lune cache la Lune, et la Lune cache le Soleil. Donc les trois ont le même diamètre apparent, petit pois, Lune et Soleil, mais à des distances différentes. Quand la Lune cache le Soleil, dans la région d'ombre ici, on ne voit plus la surface du Soleil, et comme on ne voit plus la surface du Soleil, on ne voit plus la photosphère qui émet le principale quantité de photons, on voit apparaître la couronne du Soleil, c'est l'atmosphère du Soleil. Donc en fait, on voit principalement l'hydrogène ionisé, les électrons de cette atmosphère, qui sont structurés par le champ magnétique. Là, on voit ici sur l'image les stries, c'est le champ magnétique. Et en fait, le phénomène ici s'appelle la diffusion Thomson, qui est la même chose que lorsque vous avez une voiture qui roule dans la campagne et qu'il y a du brouillard. Vous voyez les phares de la voiture parce que la lumière de la voiture est diffusée par les gouttelettes d'eau du brouillard, et donc vous arrivez à voir ça. Donc c'est une diffusion de la lumière, et on voit apparaître cette couronne, et cette couronne, si on l'analyse,
avec un spectroscope. C'est ce qui a été fait donc en 1869 par un autre astronome de l'époque qui s'appelait Monsieur Young. Il a regardé dans l'atmosphère quels étaient les éléments chimiques ou quels étaient les raies plus précisément. À l'époque, donc, on connaissait déjà plein de raies spectroscopiques correspondant à des éléments chimiques sur Terre. Donc il a répertorié toutes les raies qu'il y avait dans la couronne. À la même époque, il y avait des spécialistes de physique solaire comme Fraunhofer en Allemagne, Jules Janssen, le fondateur de l'Observatoire de Paris, à Meudon, qui faisait aussi de la spectroscopie à la surface de la photosphère. Mais Young, en faisant ça, il a découvert une raie qui n'était pas connue à l'époque en laboratoire sur Terre, une raie à 530 nanomètres. Et il pensait avoir découvert un nouvel élément qu'il a baptisé le coronium. Et en fait, le coronium, c'est pas un élément qui produit cette raie-là. Quelques années plus tard, avec les développements de la mécanique quantique, de la physique atomique, on s'est rendu compte que cette raie pouvait être expliquée si on prenait de l'élément fer et qu'on lui arrachait 13 électrons. Donc des vapeurs de fer auxquelles on arrache 13 électrons produisent exactement cette raie-là. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la température de la couronne n'était pas celle de la surface, elle était beaucoup plus importante que celle de la surface, parce que pour produire du fer ionisé 13 fois, il faut des températures de l'ordre du million de Kelvin. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la couronne était chaude. La couronne est chauffée par un mécanisme qu'on est toujours en train d'étudier. Un des objectifs scientifiques de Solar Orbiter, mais de pas mal de missions solaires qu'on a faites depuis dans les 60 dernières années dans l'espace, était d'essayer de découvrir les mécanismes de chauffage de la couronne. Alors, 2 mots sur le chauffage de la couronne. C'est pas que le mécanisme est trop et mystérieux. C'est un peu on est victime de la proximité du Soleil et de la quantité de données qu'on a. En fait, on a plusieurs théories pour le chauffage et on ne sait pas encore quelle est la bonne. Il y a plusieurs théories qui sont plausibles, mais on est encore en train de chercher la bonne théorie. Alors, j'ai parlé de plasma, le vent solaire, la couronne est tellement chauffée que le gaz est sous forme de plasma. Alors là, ça illustre l'état de plasma à droite par rapport à un état de gaz, disons, neutre. Ça, c'est de l'hydrogène, proton, électron. À droite, c'est de l'hydrogène ionisé, donc les électrons et les protons peuvent se mouvoir librement. Les plasmas sont des très bons conducteurs. Et donc, les éléments sont quasiment, dans la couronne, sont tous quasiment ionisés. Et en fonction donc de la longueur d'onde à laquelle on fait l'image de la couronne, donc là vous avez 4 images de la couronne obtenues en ce qu'on appelle en fausse couleur, mais elles ont toutes été obtenues à des longueurs d'onde bien particulières qui correspondent à des transitions atomiques bien particulières d'un élément chimique qui se produisent à une température bien particulière. Donc en faisant ces différentes images, on arrive à sonder la température de la couronne avec l'altitude, quand on s'éloigne. Et on obtient une courbe qui ressemble à quelque chose comme ça. Donc là, vous avez la distance par rapport au centre du Soleil en kilomètres. Donc ça, c'est l'orbite, 150 millions de kilomètres, c'est l'orbite de la Terre. Ici, vous êtes très proche, vous êtes à la surface. Là, vous êtes à 1000 kilomètres de la photosphère. Pardon, ça, c'est la distance par rapport à la photosphère. Là, vous êtes à 1000 kilomètres de la photosphère. Et les différentes images de la couronne vous donnent une température. Et donc, on peut tracer une fonction de la température. Vous avez la température, à nouveau, également en échelle logarithmique, 10 000, 100 000, 1 million de Kelvin. Et on peut tracer le profil de température moyen de la couronne et on se rend compte qu'il y a une région abrupte, à peu près à 2000 km, sur quelques centaines de kilomètres. C'est ça qui est un peu mystérieux. Vous montez en altitude dans l'atmosphère et la température augmente. C'est comme si ça va à l'encontre, disons, de ce qu'on connaît pour une atmosphère de planète normale ou même la Terre. La Terre, si vous montez en altitude en montgolfière, il fait de plus en plus froid. Au sommet d'une montagne, il fait beaucoup plus froid qu'à la surface. L'atmosphère est en équilibre hydrostatique dans le cadre de la Terre. Ici, c'est une physique beaucoup plus complexe. Alors,
la couronne est tellement chaude qu'elle s'évapore. Elle s'évapore dans toutes les directions pour créer le vent solaire. Et donc je disais, le vent solaire, c'est essentiellement de l'hydrogène ionisé. Et là, ce que vous avez, c'est une image non pas d'une éclipse permanente, mais de la couronne en permanence, grâce à ce qu'on a un coronographe, qui est un instrument qui permet d'observer la couronne en permanence. C'est un instrument qui cache le disque du Soleil et permet donc d'avoir l'évaporation coronale. Et si je fais tourner ce film, je vais commenter pendant que ça tourne. Donc, à cause de la température de la couronne s'évapore. Elle s'évapore pour créer un vent solaire, qui a été nommé par vent solaire, par Biermann. Alors, exactement le terme, je ne sais pas si c'est Biermann ou Parker, mais je pense que c'est plutôt Biermann. La vitesse moyenne de ce plasma, elle est de l'ordre de 200 à 800 km par seconde. Donc ça met entre 2 et 8 jours pour arriver à la Terre. La densité est relativement faible, mais ça peut avoir des effets importants. Alors les effets importants, vous venez de les voir. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'un peu bizarre sur l'image, sur le film? Il y a vu quelque chose? Il y a eu à un moment donné une perturbation de l'image, tout à fait. Donc effectivement, c'est l'arrivée de particules énergétiques produites à la surface du Soleil, injectées dans le milieu interplanétaire et qui sont venues percuter le satellite. Et en fait rentrer dans la carcasse du satellite et perturber les détecteurs. Donc là, il y a quelque chose qui est quelque chose de relativement important en aéronautique et pour les gens qui construisent les satellites. Le Soleil peut produire des rayonnements ionisants qui peuvent éventuellement perturber les satellites. C'est pour ça qu'il faut durcir les composants, c'est pour ça qu'il faut, il y a toute une technologie que Jean-Yves connaît beaucoup mieux que moi, pour pallier à ça. Et alors donc ce vent solaire part du Soleil, et qu'est-ce qui se passe quand il rencontre la Terre? Ben, voici un film par exemple, alors ça c'est une vue d'artiste, il n'y a pas de musique, mais on peut imaginer. Donc, le vent solaire, à un moment donné, il y a une éjection de masse coronale. Vous avez vu sur le film qu'il y avait le vent solaire qui soufflait, et puis à un moment donné, il y avait des grosses bourrasques de vent. Et lorsqu'une éjection de masse coronale, comme à l'époque de Carrington, vient percuter le champ magnétique de la Terre, ça vient perturber ce champ magnétique, créer ce qu'on appelle des mécanismes de reconnexion, je ne vais pas entrer dans les détails, libérer des particules qui sont dans la queue magnétosphérique, et là, on a création des fameuses aurores boréales. Alors vous voyez que ici les aurores boréales ont lieu au pôle Nord et au pôle Sud, à des latitudes qui sont celles qui correspondent à l'ovale auroral, en général dans les régions qui vont Islande, Groenland, Sibérie, et puis après c'est les pays scandinaves. Et ça donc c'est créé par l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique de la Terre, lorsque il y a une grosse éruption. Alors il y a plusieurs classes d'aurores boréales, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ce qui s'est passé à l'époque de Carrington, le fameux événement de Carrington. Il y a bien évidemment des milliers d'aurores boréales depuis Carrington, et on note une corrélation entre le nombre d'aurores boréales, leur intensité, et le fameux cycle solaire, dont j'ai dit 2 mots, le cycle solaire de 11 ans. Alors 2 mots quand même sur quelqu'un qui a compté pour le domaine, Eugène Parker, d'autant plus que il est malheureusement décédé il y a 3 jours maintenant. Eugène Parker, en fait, c'est quelqu'un qui a donné son nom, qui était le seul scientifique vivant américain à avoir donné son nom à une mission spatiale. La sonde Parker Solar Probe, j'en dirai 2 mots à la fin. Et d'ailleurs, on voit à droite, là, il a reçu pas mal de prix. Là, on voit à droite qu'il a l'air très captivé. En fait, il est captivé par le lancement de sa propre sonde. C'était en 2018 depuis Cap Canaveral. Alors, je ne vais pas vous résoudre les équations de Parker, mais elles sont là. C'est ce qui a fait c'est le travail pionnier qu'il a fait. Il a résolu ces équations, et en fait, j'en parle ici parce que c'est l'Aéroclub de France. On parle d'aéronautique, on parle de fusée.
Et en fait, on se rend compte que les équations de Parker ressemblent beaucoup aux équations hydrodynamiques des tuyères de fusée. Pour ceux qui connaissent donc l'ingénieur, enfin le scientifique, je crois qu'il était scandinave, de Laval. Vous avez ici donc une tuyère de fusée. Une tuyère de fusée, ça fonctionne comment? Vous avez un réservoir à gauche, un gaz très chaud en vert, et puis vous avez la tuyère, la partie rouge à droite. Et entre les deux, vous avez un étranglement. Et en fait, vous avez conservation du flux. Et les équations qui régissent les variations donc de section ressemblent beaucoup à ces équations-là, en sachant que ce qui joue le rôle d'étranglement ici, c'est le terme de gravité qui est le dernier terme à droite. Donc toujours est-il que si vous résolvez ces équations dans le cas de la tuyère, là vous avez donc la distance le long de l'axe, vous avez la vitesse ici en bleu, la pression en vert, la température en rouge. Et donc vous voyez que la vitesse augmente brutalement, la pression diminue, la température également, donc la vitesse du son également. Et bien en ce point-là, on appelle le point, alors dans le cas du vent solaire, c'est le point sonique de Parker, c'est le point où l'écoulement est supersonique. Donc l'écoulement qui sort de la tuyère est supersonique et il part à une vitesse très très élevée. Et donc c'est Parker qui le premier a résolu ces équations dans le cas du vent solaire, prédit le vent solaire supersonique. Il y a eu à l'époque un débat assez serré avec un autre scientifique qui s'appelait Chapman. Et en 1962, les Américains ont lancé la première sonde vers Mercure, enfin une des toutes premières sondes qui s'éloignait vraiment de la Terre et de l'environnement de la Terre, l'environnement magnétique de la Terre, et qui a donc voyagé dans le vent solaire, au-delà d'une vingtaine de rayons. Si on veut vraiment mesurer le vent solaire, il faut aller au-delà d'une vingtaine de rayons terrestres de la Terre. Et donc la sonde Mariner 2 a mesuré un vent. Vous avez ici les premières mesures, octobre, enfin vous avez la date en bas, vous avez la vitesse du vent entre 300 et 700 km par seconde. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un vent qui était supersonique, qui avait une vitesse supérieure, une vitesse de mouvement supérieure à la vitesse du son. Le modèle de Parker marche, c'est le modèle standard en physique solaire comme le modèle standard en cosmologie, mais néanmoins, comme tout modèle standard, il y a des soucis et on est en train de travailler dessus. Il y a par exemple le fameux problème de relation entre la température et la vitesse du vent. Là, vous avez une image de la couronne en rayon X par la sonde Yoko japonaise. En gros, pour faire simple, ce qui est lumineux et très coloré, c'est dense et chaud. Et les régions noires, qu'on appelle les trous coronaux, sont peu denses et froids. Moins pour les électrons. Eh bien, on s'est rendu compte que si on regarde le vent solaire qui est émis par ce type de configuration du champ magnétique, là vous avez en fait sur ce tracé qui est celui de la sonde Ulysse, pensée dans les années 90, sur laquelle j'ai fait ma thèse de doctorat, et la sonde qui est sortie du plan de l'écliptique et a mesuré le plasma du vent solaire au-dessus des pôles, eh bien vous vous rendez compte que la vitesse atteint 800 km par seconde au pôle et à l'équateur, le long de la bande qui est perpendiculaire, elle est beaucoup plus faible la vitesse, eh bien le vent rapide vient des régions froides. Et ça c'est quand même un peu gênant, parce que dans le modèle de Parker, c'est l'énergie thermique, donc plus la couronne est chaude, en principe plus le vent est rapide. Donc là il y a des subtilités sur lesquelles on travaille, c'est peut-être lié notamment au choix de modèles pour chauffer le vent et accélérer le vent solaire. Donc là, on a vraiment le nœud de cette mission. Qu'est-ce qui chauffe la couronne? Qu'est-ce qui chauffe le vent solaire? Et qu'est-ce qui accélère le vent solaire? Alors, et si on se rapprochait du Soleil pour résoudre ce problème? Parce que ça fait des décennies qu'on observe depuis l'orbite de la Terre. Si on veut comprendre ce qui se passe, quelles sont les sources du vent solaire au niveau de la couronne, le mieux, ça serait d'y aller. Et ça fait des années qu'on essaie d'y aller. La sonde Parker Solar Probe, j'en dirai également, enfin j'en dirai deux mots tout à l'heure, se rapproche encore plus de Solar Orbiter, mais l'intérêt de Solar Orbiter, c'est qu'il y a
qui est donc la mission sur laquelle je travaille, qui est ici. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui fait face au Soleil en permanence. Vous avez donc, c'est très simple, une sonde scientifique. Vous avez une plateforme sur laquelle il y a toute l'électronique, les instruments sont principalement dessus, des panneaux solaires, une antenne de télécommunication pour communiquer avec la Terre et renvoyer les données. Dans le cadre de Solar Orbiter, vous avez devant, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a un bouclier thermique qui protège la sonde parce que elle se rapproche du Soleil et elle va se rapprocher à 1/3 de distance entre le Soleil et la Terre et faire les images, pour la première fois, les plus précises jamais faites du champ magnétique du Soleil, des boucles coronales et de la couronne. Et à cette distance-là, le bouclier atteint 500-600 degrés. Les antennes qui dépassent, dont je dirais 2 mots également, les panneaux solaires chauffent tellement qu'on est obligé de les orienter. Et donc la sonde a été lancée. Donc voici la sonde vue de devant. Vous avez le bouclier, les antennes, les panneaux solaires, et vous remarquez que sur le bouclier, il y a quelques petits trous. Donc on ouvre le petit cache et on fait des images. Il y a des télescopes à l'intérieur, donc on arrive à observer quand même le Soleil à travers le bouclier. Disons que le schéma thermique de cette ouverture et les baffles que l'on met sur les côtés font qu'il y a une bonne quantité de lumière qui ne rentre pas pour pas éviter que ça chauffe à l'intérieur, mais il y a suffisamment de lumière pour faire des images. Alors cette mission est relativement complexe, elle a mis pas mal d'années à se faire. Là vous avez la liste des instruments, il y a 10 instruments sur cette mission, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, donc il y a plein d'Européens avec tout un tas de drapeaux européens. Et comme Jean-Yves le disait, en général, donc c'est l'Agence spatiale européenne qui paye la mission, bon, en prenant de l'argent dans un pot commun qui est obtenu par contribution de chaque pays, proportionnellement à son PIB. Et une fois qu'on a construit la plateforme ou qu'on construit la plateforme, les pays fournissent les instruments. Et donc, dans le cas de la France, l'instrument principal, c'est l'instrument RPW, Radio and Plasma Waves, qui mesure les ondes radio, j'en dirai 2 mots, qui est la contribution principale. Mais en France, il y a beaucoup de scientifiques, c'est le pays où il y a le plus de coails scientifiques sur la mission. Et il y a des contributions instrumentales dans pas mal d'autres instruments. Et donc Jean-Yves nous a aidés pendant pas mal d'années à interfacer avec le CNES pour pouvoir avoir le soutien du CNES pour ces instruments. Alors en 2020, le 10 février, là il manque un E, il y a eu le lancement a eu lieu. Alors là, bon, je ne sais pas si je vais avoir le temps, je vous montrerai peut-être plus tard. Il y a un site, si ça vous intéresse, il y a un site de l'ESA où on peut suivre le cheminement de la sonde quasiment en temps réel. La trajectoire de la sonde, juste, j'en dis 2 mots. Pour se rapprocher du Soleil, et ça Jean-Yves a pas mal travaillé là-dessus, il connaît bien, pour se rapprocher du Soleil, paradoxalement, il faut freiner pour essayer de soustraire la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Vous savez tous que la Terre tourne autour du Soleil. En un an, elle est à 150 millions de kilomètres. Vous faites 150 millions de kilomètres multiplié par 2, multiplié par pi, et vous obtenez une distance qui, lorsque vous divisez par le nombre de secondes qu'il y a dans une année, si vous faites ça avec une petite calculette, parce que je ne sais plus calculer autrement, vous obtenez 30 km/s. Actuellement, là, on ne s'en rend pas compte, mais on est tous en train, par rapport au Soleil, à voyager à 30 km/s autour du Soleil. Eh bien, si vous prenez, on voyage vers l'ouest, si vous prenez une fusée, que vous la pointez vers l'est et que vous envoyez un objet à 30 km/s, à ce moment-là, vous annulez les vitesses et l'objet, il est immobile par rapport au Soleil, il tombe sur le Soleil. Donc là, on peut se rapprocher du Soleil, mais on n'arrive pas à atteindre ces vitesses-là avec les fusées et les seconds étages de fusées actuelles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on soustrait une partie de la vitesse, l'objet tombe, et on va se servir, c'est marqué ici, des assistances gravitationnelles à Vénus. Donc on va rencontrer plusieurs fois Vénus, la planète Vénus, une fois la planète Terre, je vous montrerai des données,
Et là, Vénus et la Terre vont freiner la sonde de manière à ce qu'elle perde un peu de vitesse, et petit à petit, son périhélie, c'est-à-dire le passage au plus près du Soleil, va diminuer au cours du temps. Alors l'objectif de la sonde, il est un peu schématisé ici, l'objectif scientifique est schématisé ici, c'est réellement de combiner ce qu'on voit en imagerie à ce qu'on voit au niveau de la sonde. Donc imaginez, vous avez la sonde à 0,3 unité astronomique, vous avez le Soleil, vous avez un événement solaire, une éruption solaire ou une bulle de plasma de vent solaire qui est émise. Tout d'abord, cet événement va créer de la lumière qu'on peut analyser soit par spectroscopie, soit faire de l'imagerie. Les photons se baladent à la vitesse de la lumière, donc la vitesse de la lumière c'est 8 minutes pour arriver à la Terre, donc c'est un tiers de 8 minutes pour arriver à la sonde, ça c'est très rapide. Et puis après, le vent solaire se crée, et vous avez correspondant à cette perturbation, vous avez le plasma correspondant qui a été créé à cet endroit-là par cet événement, qui va se propager et qui lui va mettre plus de temps. Je vous ai dit tout à l'heure, entre 200 et 800 km par seconde, ça fait 4 jours pour arriver à la Terre, donc ça fait à peu près entre 1 et 2 jours pour arriver à la sonde. Et s'il va un peu plus vite, ça peut être moins d'un jour, moins de 24 heures. Donc vous voyez un phénomène, une éruption, et moins de 24 heures après, vous mesurez le plasma. Entre les deux, vous aurez peut-être mesuré les particules énergétiques qui, elles, vont plus vite. Donc le Soleil émet de la lumière, des particules énergétiques et du plasma. Et le but de la mission, c'est avec tout le panel d'instrumentation qu'elle a, de mesurer tous ces phénomènes et de les observer au fur et à mesure qu'ils arrivent au niveau de la sonde. Et puis donc après, la bulle de plasma arrive et on la mesure au niveau de la sonde. Alors, quelques premiers résultats. Un des premiers résultats, c'était celui qui concerne l'étalonnage du récepteur et de nos antennes. Mais avant d'en parler, je voulais dire 2 mots du passage à la Terre, que je trouve assez intéressant, qui a été un peu pas risqué, enfin il y avait un risque, mais qui finalement s'est avéré être faible. On est passé très bas. Le passage de Solar Orbiter le 27 novembre dernier s'est passé à une altitude de 450 km par rapport à la surface de la Terre. Ça c'est relativement bas, et c'est tellement bas qu'en fait on passe ici, et puis là, et puis en sortie, on passe par les ceintures de débris qu'il y a autour de la Terre, et il y a eu jusqu'au dernier moment, les gens de l'ESA ont calculé, parce que bon, les débris on les connaît pas tous, on connaît les plus gros débris et les débris moyens, les tout petits débris on les connaît pas, mais en tout cas il y avait des modèles de débris pour savoir s'il y avait une correction de trajectoire à appliquer à la sonde pour diminuer le risque de collision. Manque de chance, si vous vous rappelez un peu, quelques jours avant, il y a les Russes qui avaient fait exploser leur satellite là. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait exactement, ils avaient tiré sur un de leurs satellites ou je ne sais plus quoi. Donc maintenant, je dis pas qu'on voit. Ah bon, maintenant ils bombardent des civils, ce qui est bien plus grave, mais déjà à l'époque ils faisaient n'importe quoi. Et ça a été effectivement, bon, il y a eu, la crainte n'a pas été vraiment très importante, mais ça a aussi été pris en compte dans les calculs. Le problème, c'est que c'est arrivé un peu tard et que éventuellement il y avait la peur d'avoir un phénomène en cascade. Alors, il y a eu quand même des calculs qui ont été faits. Il y avait donc une malchance sur 2 millions de subir une collision. Voilà, quand on était à peu près, vous voyez, le 20 novembre. Le 27 novembre, c'était le passage. Donc la dernière correction de trajectoire a eu lieu le 20 novembre de 2 cm par seconde. Ça peut paraître peu, mais c'est suffisant pour jouer sur la trajectoire. Et donc, voilà, alors ça c'est le tracé que j'ai fait moi-même. On a ici l'Est, donc la sonde venait de l'Est et puis partait à l'Ouest. Et alors, il y a quelque chose qui nous intéressait depuis le début, c'est d'avoir des mesures derrière la Terre, qui sont en gras ici. Donc le Soleil est à droite. Pourquoi derrière la Terre? Parce que pendant ce moment-là, les panneaux solaires ne reçoivent plus de lumière. Et nous, on sait que pour nos mesures radio,
les panneaux solaires font des perturbations électromagnétiques et on voulait ne pas avoir ces perturbations de manière à pouvoir calibrer à ce moment-là. C'était le dernier jour pour calibrer et depuis, à partir du 28 novembre, la mission est rentrée dans sa phase nominale. Donc on a profité de ce passage-là. Ça c'est un petit zoom par rapport, donc ça c'est 4 heures de trajectoire vue depuis le sud écliptique. Ici vous avez une petite animation qui est faite par les gens d'Unistellar, c'est la société qui fabrique des télescopes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vais montrer quelques images. Donc voilà ce qui s'est passé. Là vous avez la trajectoire, vous avez l'heure ici. On reconnaît l'Inde, on reconnaît la Russie, l'Indonésie, etc. Et en fait, on est passé au-dessus de l'Afrique. J'ai un autre film ici qui montre. Il veut partir. Voilà. Donc ça, c'est un film fait par l'ESA. Donc là, on est face soleil. On arrive par l'est de l'Afrique. Là, on passe au-dessus de l'Afrique. Là, on est en éclipse. On passe à 450 km d'altitude là. On s'éloigne. Et on ressort de l'autre côté. Là, c'est déjà les États-Unis. On ressort au niveau... on passe au-dessus des Canaries et on sort derrière les États-Unis. Et le tout dure même pas une vingtaine de minutes, le passage dans l'ombre. Et donc... on en a profité pour donc faire des mesures à ce moment-là. Il y avait juste une petite inquiétude pour savoir si tout se passerait bien pour le passage au plus près. Les gens, si vous avez regardé la vidéo, on ressort derrière les États-Unis et en continuant un peu, on arrive en visibilité depuis l'Australie. Et ça, c'est le lendemain, donc à 7h35 UTC. Le signal de la sonde reçu par l'ESA depuis New Norcia en Australie. Et donc c'est à ce moment-là on a compris que la sonde avait survécu, n'avait pas eu de collision avec les éléments qui étaient à basse altitude. Alors, un truc rigolo, j'ai parlé d'Unistellar, je ne sais pas si vous connaissez Unistellar. Est-ce que vous voyez, donc là, c'est des télescopes. Maintenant, les gens font des télescopes très performants, même les amateurs, pour se procurer ce genre de télescope. Vous voyez le petit point qui bouge là? Eh bien, c'est Solar Orbiter, vu depuis la Terre, par des astronomes amateurs et un télescope. Alors, j'ai pas d'action chez Unistellar, hein, c'est pas pour faire de la pub pour Unistellar. Mais ils ont des instruments, enfin ce télescope qui mesure, qui est tout automatisé avec un amplificateur de lumière, et ils arrivent même à détecter les transits d'exoplanètes, et on peut participer comme ça, faire de la science participative. Il y a des astronomes amateurs qui font des mesures, et les données sont envoyées au CT Institute et sont analysées. Et donc il y a de plus en plus d'astronomes amateurs comme ça, même en France. Moi, je suis membre de l'Association française d'astronomie. J'ai été astronome amateur moi-même quand j'étais jeune, et donc on commence à utiliser de plus en plus ces instruments. Donc on a vu Solar Orbiter depuis le sol. On a fait une autre chose pour nos antennes. Vous voyez, ça c'est quand on sortait de l'ombre. Enfin, on est un peu sorti de l'ombre. Vous voyez, là on reconnaît les États-Unis et puis le nord canadien. Et là, j'ai contacté quelques jours avant les collègues qui travaillent avec le radar HARP, qui est au Canada, qui est un radar qui envoie des ondes vers l'ionosphère et qui étudie l'ionosphère, en leur demandant s'ils ne pouvaient pas viser Solar Orbiter. Alors en plus, bon, j'avais oublié de t'en parler à l'ESA, mais bon, les émissions radio n'étaient pas, je pense, dangereuses. De toute façon, au passage dans nos données, au passage à 450 km, dans nos données radio, on mesure bien des émissions qui viennent de radio-amateurs au sol. Ça, on en est à peu près sûr. Et donc, on leur a demandé de faire ça. Ils ont envoyé donc un plan de fréquence, des puissances et, miracle, on les voit. Donc là, vous avez un spectre dynamique en fonction du temps. L'échelle, c'est des fréquences.
Le code de couleur, c'est l'intensité. Ça, c'est le passage au plus près de la Terre. D'accord? Là-dedans, il y a un certain nombre de pollutions terrestres, mais vous voyez que le fond est plus noir qu'en dehors. Donc ça, on va s'en servir pour étalonner. Mais surtout, l'autre point qui va être important, c'est regarder ces bandes ici. Ce sont les coups de radar HARP qu'on arrive à détecter avec notre récepteur. On atteint le nanovolt carré par hertz. Donc on a un système qui est assez sensible. Et donc on va pouvoir se servir de ces données pour... ça c'est un premier résultat, on se sert des données pour étalonner le récepteur. Donc voici les courbes de lumière à différentes fréquences en fonction du temps. Ça c'est clairement ça. Ici et là, c'est le radar de HARP vu depuis l'espace. Là, la sonde, elle est à plusieurs, je dirais, dizaines de rayons terrestres déjà de la Terre. L'autre résultat important, le deuxième résultat est probablement pour le moment le plus important, c'est celui qui concerne les éruptions solaires et ce qu'on appelle les fameux campfires ou feux de camp. Bon, ça a été appelé comme ça, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Donc là, vous avez une image de la couronne obtenue par la sonde américaine SDO. Donc vous voyez le champ magnétique, vous voyez des boucles magnétiques, vous voyez que tout ça c'est très dynamique. Vous avez pareil, là où c'est lumineux, c'est dense et chaud. Et puis vous avez des éruptions. Alors ça c'est typiquement des éruptions. Là vous avez une autre zone éruptive à peu près au milieu. Vous voyez il y a des boucles magnétiques qui se créent. Là des éruptions. Et chacune de ces éruptions injecte dans le milieu interplanétaire des particules énergétiques. En plus de ça, le vent solaire souffle. Mais là on voit surtout les parties les plus denses. Et on voit les éruptions solaires. Donc on sait que les éruptions solaires jouent un rôle pour accélérer les particules. On ne sait pas encore comment ces particules sont accélérées par les mécanismes de reconnexion magnétique. On sait qu'il y a des très grosses éruptions. Alors ça, c'est des éruptions moyennes, mais parfois il y en a des très grosses. On sait qu'à l'époque, l'éruption de Carrington, elle devait être monstrueuse. Si on avait pu imager à l'époque l'éruption de Carrington, on aurait probablement eu une saturation de tous les instruments. On veut étudier la distribution en taille des éruptions. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi c'est important? Parce que ça ressemble un peu à, lorsque vous mesurez, là, par exemple, la distribution des tremblements de terre sur Terre. Vous avez ici, en échelle logarithmique, en fonction de la magnitude, alors la magnitude, là, elle est aussi donnée en échelle, la magnitude de Richter, c'est une échelle logarithmique. Donc vous avez la magnitude des tremblements de terre en moyenne à la surface du globe. Donc là, vous avez le nombre, 10 puissance 0, c'est 1. Donc 1 ou 2 tremblements de terre. Et on se rend compte que quand on fait ça, on a toujours une courbe, on a ce qu'on appelle un histogramme. On a une courbe qui décroît avec une certaine loi de puissance. Parce que dans cette échelle log-log, ça donne une loi de puissance. Il y a beaucoup de petits tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre toujours. Si vous êtes au Japon, en permanence, il y a des petits tremblements de terre de magnitude 1, 2, 3, tous les jours, et même plusieurs par jour. Après, il y a des tremblements de terre, genre Fukushima ou le truc en Indonésie, de magnitude 6, 7, voire plus. Mais ceux-là, il y en a beaucoup moins, statistiquement. Et donc, sur 100 ans, il y en a un ou deux. C'est la même chose pour les éruptions solaires. Des événements de Carrington, il y en a un par siècle, quelque chose comme ça. Ici, vous avez l'énergie des éruptions solaires et le nombre. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose, c'est une loi de puissance. Donc jusqu'à présent, on a observé les éruptions moyennement intenses. On sait qu'il y a des événements type Carrington. On sait qu'il y en a eu par le passé. Ça, c'est une science qui est très intéressante parce qu'on peut mesurer l'activité du Soleil en étudiant, par exemple, la composition des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres arrivent à absorber certains éléments, certaines sous-produits d'interaction de particules énergétiques avec l'atmosphère.
Et donc on arrive à dater un peu les choses, et aussi en faisant des carottages dans l'Antarctique, et mesurer le beryllium qui est produit justement quand il y a des particules énergétiques qui tapent sur l'atmosphère. Donc on a une idée des éruptions les plus intenses. Par contre, les éruptions moins intenses, voire les toutes petites éruptions, on ne les connaît pas bien. Et pourquoi sont-elles importantes? Parce que les petites éruptions ou nano-éruptions, alors les nano-éruptions ont été proposées par Parker. C'est le même Parker qui a proposé cette idée de nano-éruption. Elles pourraient jouer un rôle crucial dans le fameux chauffage de la couronne dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a eu des premiers résultats donc obtenus. Il y a eu une cinquantaine de papiers, soixantaine de papiers l'année dernière, qui étaient les premiers résultats, avec l'instrument UI, donc dans lequel il y a Frédéric Aucher qui travaille, qui ont étudié donc des événements qui sont des petites éruptions. Alors là, vous avez une image de UI avec un champ en blanc, et puis donc c'est toujours en UV, c'est la couronne, ça mesure la couronne à une certaine température. Et vous regardez le petit carré rouge, il est représenté là à droite. Et si vous faites un zoom dans le carré rouge, vous obtenez ces petits événements. Donc on a appelé ça des campfires en anglais, ça c'est pour faire un peu de publicité. Des feux de camp, des petits feux de camp par rapport à des feux de forêt. Mais vous voyez que vous obtenez des objets qui ont des tailles qui vont de 400 km à 4000 km. Alors là, on était à 0,5 unités astronomiques. On n'était pas encore à 0,3. On attend beaucoup du prochain passage qui va avoir lieu presque en ce moment, à la fin du mois, à 0,3 unités astronomiques. Mais on voit donc ces petits campfires qui ont des durées qui vont entre 10 et 200 secondes. Et là, vous avez le logarithme de la température. Donc ça, c'est des millions de kilomètres. 1 million, c'est 10 puissance 6, donc ça c'est un peu plus que 1 million de Kelvin. Et ces petits événements, c'est la première fois qu'on les mesure avec une telle précision. Et c'est surtout la première fois qu'on peut mesurer leurs statistiques. Donc là, il y a des premières distributions de campfire, je ne rentre pas dans les détails, mais on est en train peut-être de commencer à mettre le doigt sur les nano-éruptions, qui pourrait peut-être chauffer la couronne et créer le vent solaire. Et pourquoi on y arrive? Tout simplement parce qu'on a un télescope qui se rapproche. Donc on arrive à voir finement, on arrive à voir des petits phénomènes à la surface du Soleil grâce à Solar Orbiter. 2 mots sur Parker Solar Probe. Alors Parker Solar Probe, c'est une sonde de la NASA. Vous voyez qu'elle est à droite. Bon, c'est pas exactement à l'échelle, elle est plus petite. Pareil, elle a des antennes électriques. Alors ces antennes ici, au passage, c'est les antennes qu'on voulait étalonner, c'est les antennes de RPW qui ont été fournies par le CNES avec une contribution américaine. Là, la sonde Parker Solar Probe a pareil un bouclier, une plateforme, des instruments, 4 antennes au lieu de 3. Et c'est une mission sur laquelle on a pas mal travaillé avec Jean-Yves. On s'est pas mal bagarré pour qu'il y ait une participation française. Jean-Yves a commencé à y travailler encore plus tôt que moi. Il y a eu en fait pas mal de contributions françaises. Il y a un instrument entier qui est là. Il y a pas mal de scientifiques français. Moi-même, je suis lead coy. Et pour la petite histoire, il y a eu des tests qui ont été faits de matériaux qui ont été faits à Odeio, à Font-Romeu. Je ne sais pas ceux qui ont déjà été à Font-Romeu. C'est un endroit très sympathique. Enfin, c'est à la montagne. Il y a un four solaire qui est un système qui permet de récupérer la lumière du soleil et de la concentrer au foyer donc d'un grand miroir. Et au foyer, là, vous pouvez atteindre des températures de 1000, voire plus, 1000, 1500, 2000 degrés en quelques secondes. Et c'est un endroit qui est utilisé pour étudier les propriétés thermo-optiques de matériaux très chauds. Et il y a eu des tests qui ont été faits du bouclier thermique à cet endroit-là, et il y a eu des tests qui ont permis de choisir le matériau du petit instrument qui dépasse en haut à droite, là, qu'on appelle le Faraday Cup, qui est le seul instrument qui vise le soleil. Alors il n'y a pas de caméra sur Parker Solar Pro, parce que si vous faites des trous dans le bouclier, là, il y a trop de lumière qui rentre. Là, tout brûle à l'intérieur.
ça atteint 1800 degrés la face avant quand on sera, on n'y est pas encore arrivé, un scénario de mission à peu près pareil, on sera à quelque chose comme 9-10 rayons du soleil. Donc là, il fait très très chaud. Donc il n'y a pas de trou pour faire de l'imagerie. Il y a une caméra qui fait des images sur les côtés, mais pas en direct du soleil. Donc en fait, ce qu'on va faire dans le futur, bah, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Si vous vous rappelez l'image que j'ai montrée tout à l'heure, vous mesurez un phénomène au niveau du soleil. Ensuite, il se propage, il arrive à Solar Orbiter, mais si on a par chance un alignement plus ou moins, alors il ne faut pas qu'il soit parfait, mais comme les deux sondes voyagent dans le plan de l'écliptique et qu'elles fonctionnent en même temps, on a calculé, il y a à peu près une douzaine d'alignements de ce type jusqu'en 2024, où on pourra étudier la même parcelle de plasma depuis le Soleil, Parker Solar Probe et in situ. Voilà, et je crois que c'est mon dernier transparent. Donc si vous avez des questions, j'ai fait 1 heure, ça va. Merci. N'hésitez pas. Je vais prendre Sinon, si vous parlez fort, je vous entends. Oui. Et à fond, quand vous avez parlé du fond soleil, il s'agissait de Léo. Jean-Yves peut répondre aussi. Il y a à Font-Romeu, il y a un laboratoire qui s'appelle Promesse. Donc c'est un laboratoire du CNRS qui fait ça. Après, il y a effectivement le four là qui chauffe. Elio, ça tu connais mieux que moi ça. Oui, comme j'étais à Toulouse, c'est n'importe à côté, mais c'est pas la seule raison. Donc le four solaire de Léo a été construit et justifié, c'est au moment de la création de la force nucléaire française, pour mettre au point les matériaux de rentrée des têtes nucléaires. Quand tout ça a été maîtrisé, s'est posé la question, ça c'était la question du CNRS qui gérait ce four solaire, est-ce qu'il y a d'autres applications, est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'utilisation du four qui est capable de monter à plusieurs milliers de degrés, comme l'a dit Milan. Et donc il y a eu beaucoup de travail technologique sur les structures carbone, sur tout un tas de matériaux nouveaux. Et pour moi étant CNES à l'époque, on a justifié d'installer une chambre sous vide, donc avec des possibilités de simulation assez représentatives en termes de rayonnement, mais surtout le fait d'avoir une installation sous vide qui est à plusieurs milliers de degrés, c'est pas complètement évident. Et c'est ça qui a... Alors, déjà, je vous passe les difficultés d'obtenir des financements continuels pendant plusieurs années pour faire vivre cette installation. Donc ça, c'était davantage le problème du CNRS, mais le CNES a joué un rôle important. Et c'est quelque chose qui a séduit, je dirais, les Américains, qui n'ont pas d'installation comparable permettant de faire sous vide des tests à des températures aussi élevées. Donc ça a été, je dirais, d'un point de vue stratégique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça a été notre carte pour avoir une contribution importante. Je crois qu'on est les seuls Européens à... J'avais ce transparent qui était dans une autre présentation. Et moi, personnellement, j'étais le seul non-NASA à faire partie de l'équipe de mission. Donc, et ça, c'est grâce au Léo. C'est pas grâce à mes talents de... Donc là vous avez donc une espèce une petite pente là. Là, vous avez des miroirs qui sont rectangulaires et qui visent le soleil. Qui ont un axe de rotation, voilà. Donc qui dirige vers la parabole. Voilà. Voilà, donc la parabole... La parabole est ici, elle fait je ne sais plus combien de haut, mais c'est assez impressionnant. Là, donc la parabole renvoie vers le foyer qui est quelques dizaines de centimètres. Alors, faut pas être à côté. Et donc l'histoire de l'oiseau, là. L'histoire d'un oiseau qui n'était pas au courant il n'en est rien resté. Il est rentré, donc ça c'est véridique, il est rentré par un côté du faisceau, mais il n'est jamais ressorti. Et donc tous les miroirs sont synchronisés pour renvoyer
le Soleil qui évidemment, au Deio comme ailleurs, il bouge dans le temps, donc pour le renvoyer vers la parabole. Et chaque miroir correspond à une zone de la parabole. Donc c'est une installation, c'est impressionnant, ça fait 10 mètres de haut, l'équivalent de 10 étages. Et il y a beaucoup alors en particulier maintenant, d'une certaine manière, grâce tous les efforts en nanotubes de carbone et tout ça, ça reconnaît, ça a regagné. Mais c'est, pour résumer, ça n'avait rien à voir avec le spatial, c'était l'origine. Et donc l'utilisation qui en a été faite, pas du tout prévu pour ça, au départ, a permis quand même une contribution scientifique et puis de coopérer avec les Américains à son Parker. Ça permet aussi de valoriser les données sur l'orbiteur. Parce que comme le disait Milan, il y a des coïncidences de passage qui vont être sans doute très riches pour retour scientifique. Je l'ai là pour tenir le micro, vous posez des questions. Une autre question? Oui. Dans les explications, vous avez parlé de la température et très peu de pression. Donc là, on est sur Terre, donc il y a la pression. Si on est dans le vide, il n'y a pas de pression en principe. Quelle est la relation finalement dans le vide? Est-ce qu'il y a des phénomènes de pression? Parce qu'en fin de compte, même à un certain éloignement du Soleil, il y a une température qui augmente. On a un peu l'impression qu'il y a un peu de pression qui baisse, donc c'est peut-être aussi pour ça que les phénomènes finalement la chaleur se manifeste, ce rayonnement se manifeste un peu plus. Alors voilà, donc moi je me pose un petit peu la question justement. Sur la pression. Voilà, est-ce qu'il y aurait une pression et est-ce qu'il y aurait des seuils, je sais pas, quelles sont les lois qui pourraient... Alors là j'ai marqué, je parle du vent solaire. En fait, il y a dans le vide, il y a le vide n'est pas vide, comme vous avez. Il y a au moins le vent solaire, il y a de la lumière, au moins, et puis il y a probablement tout un tas d'autres choses qu'un cosmologue vous expliquera mieux que moi. Bon, en tout cas, dans le cas du vent solaire, là vous voyez 10 particules, 10 électrons par centimètre cube. Quand on dit que la couronne est à 1 million, c'est vrai. Elle est à 100 000 degrés au niveau de l'orbite de la Terre. 100 000 degrés, ça peut paraître fou. On se dit comment une sonde qui est là ne brûle pas, même si c'est 100 000 degrés. Eh bien, la notion de température, c'est là qu'intervient la notion de température et de chaleur, et aussi la notion de pression. La pression, c'est le produit entre la densité et la température. Vous pouvez avoir un plasma extrêmement chaud, 1 million de Kelvin. Si la densité est faible, vous avez une faible pression et vous avez un transfert d'énergie avec le matériau qui est relativement faible. L'analogie, c'est pour ceux qui bricolent, si vous prenez une scie sauteuse, enfin un truc, une scie circulaire pour découper un bout de métal. Si vous avez des éclats de métal qui vous tombent sur la main, là, ceux qui font des espèces de feux d'artifice, la taille est tellement petite, même s'ils sont à 300 degrés, vous sentez quelque chose, mais vous ne brûlez pas. Parce qu'ils sont petits, la quantité de chaleur, parce que leur masse est tellement petite qu'elle est très faible. Par contre, si vous prenez un kilo d'eau à 300 degrés et que vous mettez votre main dedans, là, vous êtes en contact avec une quantité de matière beaucoup plus importante. Donc voilà, il y a la notion de quantité de matière, et quantité de matière, forcément, il y a la densité, le nombre de particules par centimètre cube. Donc tous les plasmas astrophysiques, c'est des milieux qui peuvent être excessivement chauds, mais peu denses. Par contre, dans le cœur du Soleil, là, c'est et dense et chaud. J'ai une question concernant justement cette slide-là. En fait, elle parle du vent solaire. Est-ce que pour l'éruption solaire, on est sur la même composition, la même vitesse et même densité? Et ma sous-question, c'est est-ce que les éruptions solaires peuvent être un problème bloquant pour les voyages habités vers Mars? Alors, c'est des bonnes questions.
Donc si on regarde ce film plusieurs fois, là, alors j'ai pas dit, on voit aussi c'est les films de Saw, c'est la sonde Saw hein, qui est au point de Lagrange, qui fait des images, on tourne avec la Terre, donc on voit les étoiles qui défilent. Ce qu'on voit, si vous regardez bien, je vais le repasser une deuxième fois, c'est qu'il y a un vent solaire de fond, et puis de temps en temps, il y a des bourrasques. D'accord ? Il y a des espèces de... Et puis de temps en temps, il y a des bourrasques qui font des particules énergétiques. Donc en fait, vous avez globalement le vent solaire, qu'est-ce que c'est ? Le milieu interplanétaire causé par le Soleil, qu'est-ce que c'est ? C'est un vent solaire qui souffle en permanence, plus ou moins tranquillement. Donc là, vous voyez, il y a du vent solaire, et puis pouf, tout ce qui part comme ça, qui fait des espèces de bulles, voilà, voilà. Donc tout ça, c'est des espèces, c'est des bouffées de vent solaire, des bourrasques, sur un fond de vent solaire qui va entre grosso modo 200 et 800 km par seconde. Vous avez des éjections de masse coronale, donc des petites éjections de masse coronale, des grosses éjections de masse coronale. Les éjections de masse coronale sont quasiment tout le temps liées à des petites éruptions ou à des reconfigurations du champ magnétique. Donc des éruptions qui produisent des éjections de masse coronale, et de temps en temps une éruption un peu plus grande produit une grosse éjection de masse coronale, et notamment celle qui crée à un moment donné, voilà, à ce niveau-là. Si vous regardez le film en plus lent, on voit qu'il y a avant que le phénomène ait lieu, j'arrive pas à... Vous verrez qu'il y a une éjection de masse coronale qui occupe toute l'image, et en fait c'est ce qu'on appelle une éjection de masse coronale halo qui vient vers nous. Elle occupe tout parce qu'elle vient vers nous. Donc tout ça pour résumer, c'est que le vent solaire, c'est donc une fois de plus le vent solaire, de temps en temps des éjections de masse coronale, et de temps en temps des éruptions de particules énergétiques produites en lien avec ces éjections de masse coronale. Alors maintenant, les particules énergétiques, sur Terre, on est tranquille. Sans ça, il n'y a pas de... Moi, souvent, je reçois des coups de fil de journalistes quand il y a un événement. Il y a toujours la NASA qui communique, événements et tout ça. On a peur de ce qui se passe. Alors, sur Terre, on est protégé, par un champ magnétique, et 2, par notre atmosphère. Donc, l'atmosphère de la Terre nous protège. Il peut y avoir des phénomènes quand on voyage en avion. On sait très bien qu'en permanence, quand on monte dans un avion et qu'on monte en altitude, on a une dose de radiation qui est plus importante. Ça, c'est la radiation naturelle qui vient principalement des rayons cosmiques qui viennent d'ailleurs que du Soleil. Donc ça, c'est les rayons cosmiques. En permanence, on reçoit des rayons cosmiques tout le temps. On dit que vous mettez la main comme ça, par seconde, vous recevez 1 muon qui traverse votre main par seconde, la paume de la main. Donc en permanence, on reçoit des rayons cosmiques qui ensuite font des gerbes cosmiques dans l'atmosphère. Mais les sous-produits de ça ne sont pas dangereux. Par contre, ce qu'on ne connaît pas très bien, c'est qu'est-ce qui se passe si on est dans un avion et qu'il y a une grosse éruption qui a lieu, type éruption peut-être de Carrington. Il y a là peut-être, bon, il y aurait un effet, mais qui n'est pas mortel, mais qui peut être gênant. Notamment, par exemple, les pilotes de ligne et les équipages sur les avions, ça se fait chez Air France, ils ont des dosimètres. Et puis également, Air France, quand il envoie les avions depuis Paris jusqu'à Tokyo, en passant par les zones polaires où il y a potentiellement des précipitations de particules, ils peuvent éventuellement parfois dérouter mais là, le danger n'est pas, disons, mortel. Par contre, si on va en dehors de l'atmosphère de la Terre, et si on va vraiment loin pendant longtemps, par exemple vers Mars, alors là, il y a le fond cosmique qui est toujours de toute façon gênant. Par contre, ce qui peut être encore plus gênant, et j'ai lu récemment un article, il y a eu des modélisations qui ont été faites notamment à partir de, comme je disais, le beryllium qu'on détecte dans les glaces. On a essayé de mesurer quelle était la quantité de radioactivité, enfin de rayonnement ionisant produite au moment de l'événement de Carrington. Alors les particules en question, c'est principalement des protons, très énergétiques, quasiment à la vitesse de la lumière, beaucoup. Des protons, il y a des neutrons, il y a des protons, il y a aussi des ions un peu plus lourds, mais qui sont principalement les protons. Et là, on a calculé que potentiellement, enfin, les chiffres, alors là, c'est toujours un sujet à débat, mais s'il y avait eu, par exemple, des gens sur la Lune, à ce moment-là, et qu'ils n'avaient pas été prévenus,
et que le faisceau principal, quand vous voyez celui qui a touché le satellite et qui a créé la neige, si le faisceau de particules est arrivé sur la Lune, on calcule que ça aurait été équivalent à ce que les pompiers de Tchernobyl ont reçu quand ils sont arrivés sur place. Donc, au bout d'une semaine, c'était fini. Et donc, voilà, ça c'est potentiellement, c'est possible. Et je pense que, enfin, le sujet est toujours un sujet de débat, mais c'est potentiellement un des soucis pour envoyer des gens sur Mars. Un voyage sur Mars, ça dure 2 ans à l'aller, 2 ans au retour. Bon, les gens, s'ils sont dans des vaisseaux qui sont suffisamment protégés, pourquoi pas. Là, j'ai vu récemment qu'il y avait développé des espèces de sacs de couchage. On rentre dans un sac de couchage rempli de liquide, d'eau lourde, je ne sais pas quoi, enfin, pour se protéger. Potentiellement, c'est un souci pour les voyages, je dirais, sur la Lune. Là, j'ai vu des scénarios où il parlait de creuser des grottes sur la Lune pour que les gens se cachent dans les grottes s'il y a des éruptions solaires. Donc c'est potentiellement, mais pour nous on est tranquille ici. On a d'autres soucis en ce moment plus que les rayons du soleil. Pour rester sur la Lune, oui. Tu as parlé de l'événement de Carrington. Je crois que c'est en août 1972, donc à l'époque du programme Apollo, où il y a eu une éruption très importante. Alors il se trouve qu'il y avait des astronautes américains sur la Lune 2 ou 3 mois avant, puis d'autres 2 ou 3 mois après. On n'avait pas la connaissance à cette époque-là, telle que l'a montré Milan. Et s'ils avaient été sur la Lune à ce moment-là, c'est pas sûr qu'ils en seraient revenus. Et donc pour Mars, eh bien, c'est effectivement, ça sera effectivement un problème majeur. Mais bon, alors après, ça ouvre la porte à des recherches de nature médicale, c'est-à-dire je ne sais pas du tout mon domaine, mais des médicaments, des préparations pour que le corps maîtrise davantage ces effets-là. Bon, je suis un peu sur Mars. Il y a une périodicité qui est maîtrisée pour ces... Pardon. Il y a une périodicité qui est maîtrisée, c'est prévisible ou... Sûr. Bien sûr, justement, c'est si vous voulez, le cycle solaire, c'est typiquement 10 ans. Le vent solaire, ça représente... Il y avait une question juste derrière. Le vent solaire représente quel débit de masse? C'est de l'ordre du million de tonnes par seconde. Alors, j'ai les chiffres de c'est 10 moins 14 fois la masse du Soleil par an. Oui, bon, alors là, il faut faire le calcul. Ça, c'est un chiffre. Ça, c'est le seul chiffre dont je me rappelle. En fait, c'est très peu par rapport à la masse du Soleil. C'est énorme pour nous. Alors, c'est plus de 10 puissance 30 la masse du Soleil. Donc, vous faites le calcul. C'est 10, 30 fois moins 14. Donc, ça fait 20, 10, 10, 16 par an. Et on peut faire le calcul tout à l'heure avec une calculette. Moi, je suis pas très fort en calcul mental. Mais ça, pour nous, ça sera toujours des chiffres incommensurables, mais à l'échelle de l'étoile, c'est entre guillemets peanuts, parce que c'est pas ça qui va faire disparaître l'étoile. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a d'autres étoiles, bon là j'en ai pas parlé parce que je m'intéresse au Soleil, mais qui ont des masses, il y a des vents stellaires, il y a un vent solaire, il y a des vents stellaires. Il y a des étoiles qui ont des vents stellaires qui perdent 10-6 fois leur masse par an. Donc 10-6, ça fait 1 million d'années. Donc il y a des étoiles qui ne vivent pas longtemps à cause de la perte de masse qu'elles ont. C'est pas exactement les mêmes mécanismes, mais juste pour répondre sur la cyclicité, là j'ai par exemple, voilà. Je peux agrandir ça. C'est le fameux cycle de 11 ans, alors vous voyez qui est mesuré depuis l'époque de Galilée. Avec ici, alors il y a le fameux minimum de Maunder. Est-ce que c'est réellement un minimum? En fait, il semble que réellement oui. Il y a eu une période où déjà on n'a pas énormément de données, mais les données qu'on peut avoir en regardant justement l'écorce des arbres, la datation au niveau du carottage de glace, etc., indiquent quand même qu'il y avait très peu d'activité solaire. On ne sait pas encore pourquoi et comment, mais en tout cas, vous voyez, à partir de 1700, vous avez une cyclicité qui est très, très régulière. Tous les 11 ans,
il y a un maximum d'activité solaire. Actuellement, je ne sais pas si j'ai ça sur mon ordinateur, mais on est en train de remonter au niveau du cycle du soleil. Là, on va vers le maximum. Faudrait que je passe ça. J'ai pas ça sous la main. Mais là, on est en train de remonter le cycle. On était au minimum il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Le prochain maximum est prévu aux alentours de 2025. Et donc 5 ans après, 2030, on sera en niveau en minimum. Donc il y a, pour répondre à vos questions, une corrélation, le nombre d'aurores boréales, leur intensité, le nombre de particules énergétiques émises par le Soleil dans tout l'espace, le nombre d'éjections de masse coronale, tout ça c'est corrélé avec le cycle solaire parce qu'on pense, et c'est probablement le cas, que le moteur de tout ça c'est le champ magnétique du Soleil. Il y a d'autres questions? Je suis tout à fait novice, mais comment se fait, je ne comprends pas pourquoi dans la sonde passe si près de la Terre. Est-ce que c'est volontaire? Oui. Pourquoi? Ça a été pour faire une assistance gravitationnelle relativement importante, parce que la masse de la Terre est importante. Donc on l'a passée aussi bas pour justement la ralentir à nouveau. Et si on n'était pas passé par la Terre, elle serait. Alors après, il aurait fallu faire plus de passages par Vénus, mais on a utilisé la Terre pour la ralentir et faire en sorte que depuis qu'elle est passée le 27 novembre dernier, là, elle est en train de se rapprocher de plus en plus du Soleil. Donc avant le passage à la Terre, elle était au plus près à 0,5 unité astronomique distance Terre-Soleil, donc à la moitié. Là, elle va passer à 0,3, un tiers. Au lieu de la moitié, elle va arriver, grâce au passage à la Terre, à un tiers de distance Terre-Soleil. Donc de changer d'orbite. Je complète la réponse de Milan. Milan a parlé de la sonde Parker, appelée Solar-Probe au début. C'était une mission qui était dans le rapport Johnson publié en 1958, j'exagère, 1958, qui a donné lieu à la création de la NASA. Donc il y avait une espèce de catalogue de missions scientifiques, etc. Et cette mission Solar-Probe, c'est la dernière qui a vraiment vu le jour, combien de temps 60 années plus tard, quasiment, après la publication de ce rapport. Et jusque dans les années 2000, le profil de mission de cette Solar-Probe, c'était d'aller d'abord vers Jupiter et d'utiliser l'attraction gravitationnelle de Jupiter pour retomber quasiment sur le Soleil. Et c'est grâce aux études de mission Solar Orbiter qui ont, comme l'a montré Milan, qui enchaînent des survols de la Terre, de Mars et de Vénus surtout, qui n'a pas besoin d'aller sur Jupiter, parce qu'aller vers Jupiter, d'un point de vue technique, ça c'est quand même très compliqué. C'est grâce à cette combinaison d'attraction gravitationnelle et de passage proche qu'on peut adopter l'orbite qui permet de passer près du Soleil. Donc c'est ça, c'est un petit peu l'image que vous pouvez en avoir. C'est si vous avez imaginez dans le golf une balle qui passe près, c'est comme un entonnoir, sa déviation est d'autant plus forte que sa vitesse est faible et qu'elle passe près du trou. Donc là, c'est un effet lié à la courbure du terrain, mais c'est exactement, c'est très représentatif de l'attraction gravitationnelle, de l'intérêt pour modifier l'orbite. Et ça, maintenant, c'est bien maîtrisé, ça se fait pour toutes les missions interplanétaires, enfin pas toutes, mais quasiment. Je crois que j'avais une... Et tout d'abord, merci pour cette vraiment passionnante présentation. Très passionnant. Je vous en prie. Juste une question, on parlait de Solar Orbiter. Je voulais savoir si elle avait pour vocation à avoir une orbite un peu figée, stabilisée, dirons-nous, autour du Soleil, ou si elle va continuer à rebondir comme ça pendant longtemps. Et corrélativement, quelle est la durée espérée de vie
de la sonde? Alors, les deux sondes, ça c'est intéressant. Excusez-moi, j'avais essayé de me connecter, mais je sais plus. Si, ça marche. Juste pendant que je parle, peut-être pour répondre à la question précédente. Voilà. Donc donc ça c'est le lien de l'ESA qui vous dit où est la sonde. Donc là on est au lancement. La Terre. Alors il faudrait peut-être faire un peu. Oui, voilà. La Terre est là. Là où il y a ma flèche, il y a la Terre avec. Donc ça c'est le plan de l'écliptique où tournent toutes les planètes. Donc le Soleil au milieu, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et donc je vais lancer le film et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la sonde va rencontrer les planètes et va être défléchie gravitationnellement. Donc vous voyez le lancement. Alors la sonde fait toujours face au Soleil. Vous le voyez pas, mais il a le bouclier. Donc et alors je vais mettre ce qu'ils appellent le full path qui permet de voir la trajectoire complète. Donc vous voyez, il y a eu un premier tour. Là vous avez le temps qui s'écoule. Là vous avez les distances par rapport à la Terre, le Soleil, etc. Alors il y a eu un premier passage par Vénus. Vous voyez Vénus qui arrive là en rouge, attention. La sonde va rencontrer Vénus. Et là, l'assistance gravitationnelle s'est faite de manière, vous voyez le trait vert, on se rapproche du Soleil. C'est ce que je disais. Donc là on continue. Et donc ça me permet de parler de ce qui va arriver. Donc là il y a un deuxième passage. Alors là c'est un passage un peu différent parce qu'en fonction de si on passe entre le Soleil et Vénus ou derrière, on peut aussi s'éloigner un peu. Donc là vous voyez qu'elle s'éloigne. Et pourquoi elle s'éloigne? Parce qu'on a préparé le passage à la Terre. Et regardez, ça c'est le passage à la Terre. On passe derrière la Terre. Là elle a été pas mal freinée. Et en étant pas mal freinée, là elle retombe plus près du Soleil. Donc là, attention, ça va passer au rouge. Et quand ça passe au rouge, ça veut dire que c'est le futur. Donc là aujourd'hui on est entre le vert et le rouge. Et donc là la sonde, vous voyez qu'elle va passer, je disais, à 0,3 unité astronomique, là à peu près fin mars. Et donc, elle va suivre son chemin. Alors, si on fait rien, elle va continuer comme ça. Il va y avoir d'autres passages à Vénus, plus de passages à la Terre, et d'autres passages à Vénus qui vont un peu rapprocher sa trajectoire. Et au bout je sais pas si c'est le prochain ou celui d'après, on va utiliser les passages non pas pour la freiner ou pour la rapprocher du Soleil, mais pour sortir du plan de l'écliptique. Donc, on va orienter un peu son orbite et on va au bout de quelques années, se retrouver, c'est un peu indiqué ici, sur une orbite qui est un peu inclinée par rapport au Soleil. Vous voyez, ça se voit pas, ça se voit un peu, mais par rapport au plan de l'écliptique, on va finir à 35 degrés, ce qui va permettre d'observer les pôles du Soleil qui n'ont jamais été imagés. Et comme il y a un effet en cosinus, on va pouvoir observer les pôles du Soleil. Et là, il y a une deuxième phase de la mission qui est intéressante parce qu'on va faire de l'héliosismologie. Alors l'héliosismologie, c'est quoi? C'est voir comment sur Terre, si vous prenez une grosse masse et qu'elle tombe, il y a des ondes sismiques qui se propagent, on peut les mesurer, comme ça on peut savoir ce qu'il y a au centre de la Terre, enfin à l'intérieur de la Terre. C'est utilisé dans les techniques de forage, etc., pour détecter du pétrole ou autre. Dans le cas du Soleil, on utilise les vibrations du Soleil et les modes de vibration pour étudier le centre, enfin étudier la structure interne du Soleil. Et les vibrations ne sont pas les mêmes à l'équateur et au pôle. Et au pôle, là, on va pouvoir voir les fameux modes G qu'on espère pouvoir observer. Donc ça va nous amener à peu près à quelque chose comme 2026-2028. Et après, s'il y a encore de l'argent, on va continuer donc sur cette orbite-là. Après, ce qui se passe au bout d'un moment, et ça c'est vrai aussi pour Parker Solar Probe, la sonde, elle fait toujours face au Soleil. Alors ça, ça a un certain coût, parce que si vous faites rien, vous laissez l'objet comme ça, eh bien il va tourner autour du Soleil, mais il va garder donc si j'enlève c'est le Soleil, moi si je suis comme ça, je vais garder mon orientation par rapport à la salle, et au bout d'un moment, il va voir mon dos. Donc il faut que je fasse des corrections sur moi-même en permanence pour faire face au Soleil. Ces corrections ont un coût parce que il faut de l'hydrazine. Et donc, c'est ce qui limite la durée. Alors, il y a suffisamment de réservoirs, il y a suffisamment d'hydrosine, et notamment sur Parker Solar Probe, pour aller relativement loin dans le temps.
Donc, en principe, si tout va bien et qu'il y a de l'argent pour opérer les sondes, on aura des observations encore jusque pendant 10 ans, 15 ans. Après, si on arrête d'opérer la sonde, si on arrête de donner les coups d'hydrazine, Parker Solar Probe, à coup sûr, alors là, ça va brûler réellement, parce que là, ce qui est derrière le bouclier n'est pas protégé quand on se rapproche du Soleil. Donc là, probablement, ça va brûler, mais ça va continuer à tourner à moitié cramé. Un élément complémentaire de la réponse qui me vient, SO, donc il y a un satellite européen qui a été lancé, je crois que c'est en 95. Sa durée de vie, il était conçu pour durer 2 ans. Vous allez sur le web, vous avez des images de cet après-midi. Continue. Parce que il faut voir aussi qu'une fois, ce qui coûte cher dans une mission, après, c'est pas tellement le traitement, l'exploitation, je dirais, systématique des données. Bon, c'est un coût, mais bon, il faut avoir confiance dans les scientifiques, en particulier les physiciens solaires, pour quand même, en général, des études. Puis il n'y a qu'un seul objet quand on est physicien solaire à étudier, il n'y a que le Soleil. Alors que des planétologues, ils peuvent étudier. Bon, voilà. Bon, donc, je veux dire que les arguments pour continuer à maintenir ces missions-là, surtout avec le volet, ce qu'on appelle météo de l'espace, c'est-à-dire la surveillance, la connaissance du Soleil pour comprendre les phénomènes, mais aussi pour prévoir. Et donc là, c'était quelque chose qui est un argument fort pour maintenir. Donc je pense que tant que ce orbiteur sera utilisable, il y aura des bons arguments pour l'utiliser. Là, on est en 2024, là. Ça tourne tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie sur le Soleil? Ça fait rire tout le monde, c'est sympa. Non, c'est pas toutes les cas, il n'y a aucune, il n'y a pas de la vie, je suis pas un spécialiste de la vie, mais c'est peu probable vu les conditions. Par contre, sur le Soleil, j'ai parlé d'hydrogène ionisé, j'ai parlé d'hélium, j'ai parlé des éléments plus lourds. Il y a plein d'éléments sur le Soleil qui sont des éléments qui en fait ont été créés avant que le Soleil naisse. Le Soleil, c'est une étoile de 2e, peut-être 3e génération. Vous savez que toutes les étoiles ont une naissance, une vie et une mort. Et en mourant, une étoile recrache dans le milieu galactique ce qu'elle a produit. Le carbone dont nous sommes faits, tous là, on l'oublie souvent, vient des étoiles. L'or et les éléments lourds qu'on a sur Terre viennent d'explosions de supernovas. On ne sait pas faire ça autrement. Donc, vraiment, les éléments chimiques plus complexes que l'hydrogène et l'hélium, viennent tous de fusion, puis d'explosion, etc. Donc, ça part dans le milieu galactique. La galaxie, les bras de la galaxie tournent, ça mélange, et puis à un moment donné, à un endroit, il y a à nouveau les conditions pour qu'il y ait un petit grumeau qui se crée. Il y a une étoile qui s'allume et qui, en s'allumant, concentre des matériaux qu'il y avait déjà là, qui sont des restes, entre guillemets, d'autres étoiles. Donc, le Soleil, notre Soleil, il y a du fer, etc., etc. Il y a également de l'eau. Alors, l'eau, c'est un peu mystérieux. Il semblerait qu'il y ait de l'eau dans certaines régions de la couronne. Alors, on peut se demander comment il peut y avoir de l'eau alors qu'il fait 1 million de degrés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut faire 1 million de Kelvin, mais les quantités de chaleur sont négligeables. Alors ça, je sais, l'histoire de l'eau, les gens qui ont vu l'eau ça peut être aussi, alors je ne l'ai pas montré, mais il y a plein de comètes qui tombent sur le Soleil. Le Soleil est un gros attracteur de comètes. Il y a des comètes qui passent derrière, mais il y en a qui tombent sur le Soleil. Donc, il y a des composés un peu plus, mais je pense que quand même, il fait quand même trop chaud, et même là, pour qu'il y ait je pense quasiment sûr qu'il n'y a pas de vie sur le Soleil. Par contre, il y en a peut-être sur Mars ou ailleurs dans le système solaire. A priori, il y en a sur Terre. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que ces éruptions solaires sont à l'origine de courants basse fréquence sur Terre. Et les grosses infrastructures, alors je pense aux rails et les oléoducs,
on a observé des corrosions sur ces installations, et sur les réseaux de tension, on a eu des dégâts par saturation de transformateurs qui sont à l'origine de pannes d'électricité, en particulier en Angleterre et au Canada, donc dans des régions assez proches du pôle magnétique. Dégâts qui ont duré plusieurs points, qui ont été à l'origine de pannes très, très longues. Tout à fait. Si vous vous rappelez l'image que j'ai montrée de l'aurore, le champ magnétique de la Terre, c'est ce que je disais au début, les mesures géomagnétiques. Le champ magnétique de la Terre, il est perturbé par le vent solaire. Il y a un autre petit film, il faudrait que je le retrouve, qui montre ça très bien. Il y a une animation là, si je peux me donner 30 secondes. Le champ magnétique donc, de la Terre est perturbé par le vent solaire, et quand vous prenez un champ magnétique, alors quand vous prenez un fil de fer et que vous passez un courant dans le fil de fer, et que vous mettez une boussole à côté, la boussole s'agite. Pourquoi? Parce qu'un courant électrique crée un champ magnétique. Inversement, si vous prenez un champ magnétique et que vous l'agitez à côté d'un fil inerte, si vous prenez un champ magnétique, il va se créer un courant. Donc ça marche dans les deux sens, les phénomènes d'induction. Et le champ magnétique terrestre, s'il est trop agité, peut créer des courants alors au niveau de l'ionosphère, mais il peut y avoir aussi des courants qui se transfèrent donc dans des fils des conducteurs suffisamment longs. Et plus le conducteur est long, plus le courant peut être intense. Et effectivement, ce que vous dites est vrai. Il y a des oléoducs qui ont été usés comme ça. Il y a des lignes à haute tension, notamment au Québec en 86, si je ne m'abuse. Il y a eu un transformateur qui a fondu à cause d'une surtension. Alors ça arrive moins en Europe, déjà en France, parce qu'on est à plus basse latitude, et puis le réseau électrique est quand même un peu mieux. Mais aux États-Unis, au Canada, enfin dans les parties nord des États-Unis, Québec, etc., où le réseau n'était pas forcément très performant, il y a eu des pannes liées à l'activité solaire, c'est sûr. Oui. Il y a ce genre d'impact, mais c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est pas des impacts mortels pour l'homme. Je sais pas si non, c'est un peu compliqué. Une dernière question? Allez-y. Et par rapport au recueil des données en fait par la sonde, est-ce que elles sont stockées puis renvoyées parce que le plasma ça doit faire des blackouts ou des choses comme ça, non? Alors, il n'y a pas vraiment de blackout lié au plasma. Il peut y avoir des phénomènes comme effectivement, quand vous avez vu le détecteur là, de la caméra qui est perturbé quand il y a un événement très... Il y a des événements comme ça qu'on appelle des single upset event, ou je ne sais plus dans le jargon français, où effectivement une grosse particule énergétique peut, par exemple, éteindre l'ordinateur de bord ou créer des soucis comme ça. Ça, en principe, il y a des sécurités, etc. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est assez intéressant parce que donc la sonde, on a une visibilité une fois par jour depuis l'Argentine, Malargüe. Donc, il y a une antenne de l'Agence spatiale européenne en Argentine. Donc, en gros, une fois par jour, la Terre tourne sur elle-même, et puis une fois par jour, on a dans le champ de visibilité Solar Orbiter. Donc on pointe l'antenne et on reçoit les données. Et donc, quand ce n'est pas le cas, les données sont stockées à bord. Donc la manière dont ça fonctionne, il y a une mémoire de masse à bord type... alors c'est pas exactement une mémoire flash comme celle qu'on a... C'est des technologies plus anciennes. Mais maintenant, on commence à utiliser des mémoires flash. Donc à bord, il y a une mémoire de masse, donc les données sont stockées. Et tous les jours, on reçoit des données. Et alors, la quantité de données qu'on reçoit, elle dépend beaucoup c'était marqué tout à l'heure, de la distance entre la sonde et la Terre. Plus la sonde est loin, et moins on reçoit de données. Le débit est affaibli quand la sonde est loin, parce que le signal est plus faible. Et ça peut varier d'un facteur 19, pour le min et le max. Et donc, il y a des périodes où la sonde est... Alors, elle peut être proche du Soleil, mais loin de la Terre, ça dépend, vous avez vu. Et là, en fait, les mémoires de masse se remplissent. Donc, c'est comme l'image, c'est une baignoire qui se remplit de manière plus ou moins continue, parce qu'on fait des observations tout le temps.
et qu'on peut vider. Alors des fois, on peut tout vider d'un coup. Quand on était proche de la Terre, là, on a vidé toute la baignoire d'un coup, on a récupéré toutes les données d'un coup. Actuellement, on est encore pas trop, enfin ça va encore. À partir de juin, la distance va être assez importante, et là, on peut avoir une latence avant de recevoir les données qui peut aller jusqu'à quasiment un mois. C'est-à-dire que pour avoir toutes les données. Alors après, quand même, on essaie d'être astucieux, et on a des espèces de données qui sont des résumés, qui sont des données prioritaires, qui viennent tous les jours. Donc, tous les jours, on sait l'état des instruments, on connaît la température des instruments, on a des mesures qui sont des mesures résumées, mais si on veut les vraies données, elles viennent un mois après. Potentiellement, est-ce qu'il y a un risque de louper un événement intéressant si jamais la mémoire est saturée? Oui, justement. On essaie de ne pas saturer, justement. Ça, c'est le risque. C'est le risque, et c'est pour ça voilà. L'autre info, c'est bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour info, la politique des données maintenant, à la fois à la NASA et à l'ESA pour les missions solaires, c'est pas toujours le cas pour toutes les missions. Les planétologues sont plus radins. Toutes les données de Solar Orbiter sont libres d'accès au bout de 3 mois. C'est-à-dire que vous pouvez tous vous connecter gratuitement, il suffit d'un compte comme un compte quelconque. Et vous pouvez, c'est difficile de comprendre ce qu'il y a dedans, mais elles sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'un scientifique qui connaît un peu le domaine, de n'importe quel pays du monde, peut se connecter et analyser les données. Les données sont libres pour tout le monde. Et ça, on en est fiers dans la communauté solaire, parce que les Américains font pareil, les Européens font pareil, les Japonais font pareil. En planéto, c'est plus compliqué. Par exemple, nos camarades vous avez entendu parler de Rosetta. Eh ben, Rosetta, il y avait même l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avait du mal à obtenir les images d'un instrument, je ne donnerai pas le nom, mais d'un PI allemand qui ne voulait pas donner ces images, même à l'ESA. Et là, il y a beaucoup de gens qui récupèrent ces informations de... Il y en a. Ouais. Il y en a, par exemple, nos camarades chinois, très régulièrement, ils viennent, effectivement, on peut suivre, après, pareil, par Parker Solar Probe, quand ils ont mis les données à disposition, il y a eu une saturation de leur serveur, parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de connexions depuis la Chine. C'est-à-dire que les gens veulent récupérer les données après, ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, mais il y a toujours des gens pour récupérer des données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter là. Je te remercie encore. Je vous en prie. Et puis, merci.